pour discuter de la prise en charge et des différentes questions en suspens dans la prise en charge des pancréatites aiguës biliaires. Donc Ève, qui travaille à Nice, qui est gastro-entérologue. Donc, je te propose de commencer par ton topo et on va d'abord parler des stratégies de renutrition en cas de pancréatite aiguë biliaire. C'est à toi. Bonjour tout le monde. Et, alors le CFP devient le SFP, mais le plaisir d'être là est toujours aussi grand. Et je remercie chaleureusement le bureau ou le CA maintenant de m'avoir proposé de participer à cette table ronde qui est vraiment clinique, hein, qui parle de problèmes qu'on rencontre au quotidien. Alors, moi, je vais parler de renutrition ou de réalimentation, mais je pense que c'est important de refaire un tout petit contexte. Donc, la pancréatite aiguë, vous le savez, hein, c'est la première cause d'admission pour urgence abdominale, qu'elle est en incidence croissante, et notamment à cause de l'obésité et de la cause biliaire qui est parfois présente dans plus de 50% des étiologies. Que la lithiase biliaire, c'est à peu près 20% de la population dans les pays développés, et notamment après 60 ans, que 20% à peu près des patients qui ont une lithiase vont souffrir de cette lithiase, vont présenter des symptômes, et que le principal risque de la pancréatite aiguë biliaire, quand elle n'est pas opérée tout de suite, c'est la récidive, on l'a déjà vu. Alors, les facteurs classiques de lithiase biliaire en général, ils sont connus aussi, l'obésité, le sexe féminin, la sédentarité, l'insulinorésistance ou le diabète, la diminution du HDL cholestérol, la grossesse, la vagotomie. Puis il y a parfois des causes plus rares qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est qu'on l'a vu, revu depuis tout à l'heure, c'est que dans la pancréatite aiguë bénigne, ce qui est recommandé, c'est la cholecystectomie dans le temps d'hospitalisation. Plusieurs études de cohorte le suggéraient, et puis avec l'étude Pancho, qui était une étude randomisée, prospective, qui nous l'a confirmé et qui a montré aussi un bénéfice co-efficacité. L'étude Pancho, je pense qu'on va en reparler plusieurs fois lors de cette table ronde, mais voilà, en quelques lignes, c'est une étude prospective qui comparait une stratégie donc, de cholecystectomie dans les 3 premiers jours après la poussée aiguë versus une stratégie retardée. Dans les critères d'inclusion, ce qui est important, c'est qu'en dehors du caractère bénin, c'est ce qui me concerne, c'était l'alimentation orale donc, qui était reprise. Et le critère d'inclusion, c'était la possibilité de tolérer une reprise d'une alimentation orale. Par contre, il n'y avait pas de détails sur le type d'alimentation orale. Et la technique et la proposition de colectomie précoce, de cholecystectomie précoce, montrait vraiment un bénéfice en termes de récidive biliaire et de pancréatite aiguë. Donc, l'idéal, a priori, dans la pancréatite aiguë biliaire, c'est quand on peut faire une cholecystectomie, quand on doit faire une cholecystectomie précoce, d'essayer éventuellement de reprendre un repas léger, pauvre en graisse, mais en général, si on peut faire la cholecystectomie rapide, le patient voilà, va, en fonction de sa tolérance, reprendre un régime qui sera en général léger. Bon, quand est-ce que ça se complique? C'est quand la cholecystectomie est retardée. Donc 2 situations, soit elle est retardée alors que c'est une pancréatite aiguë bénigne à cause de problèmes organisationnels, soit c'est une pancréatite aiguë sévère avec nécrose, et là on voit que c'est aussi compliqué. Et là, différentes options s'offrent, soit une alimentation orale avec un régime pauvre en graisse léger, bon, qu'est-ce que ça veut dire léger, on ne sait pas trop, soit une alimentation orale avec un régime normal, pourquoi pas, soit une alimentation artificielle avec une nutrition entérale exclusive, soit une alimentation artificielle par nutrition parentérale exclusive. Alors, ça paraît étonnant, mais au final, on a vu dans CAPAB que c'était proposé même parfois dans des pancréatites aiguës bénignes, ou un mixte un petit peu de tout ça. Si on se met dans la première position, qui est la pancréatite aiguë bénigne avec problème organisationnel. Alors, les différentes sociétés savantes, américaines, européennes, donc, donnent des recommandations. La partie sur les pancréatites aiguës biliaires est en général donc pas très détaillée, et la nutrition n'est pas très détaillée. On insiste souvent sur voilà, la part du timing de la cholecystectomie, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Donc, c'est finalement l'ESPEN qui nous donne le plus d'informations détaillées dans ces guidelines sur la pancréatite aiguë et chronique publiés en 2024.
donc qui nous dit bien qu'en cas de pancréatite aiguë bénigne, quand il n'y a pas de terrain préexistant de dénutrition, on propose une alimentation orale précoce, donc avec un régime pauvre en graisse, léger. Là aussi, il n'y a pas vraiment de détails sur qu'est-ce que cela veut dire, le léger. Mais parfois, dans les études citées, ils parlent de pancréatite aiguë biliaire, mais triglycérides en même temps. Donc voilà, il n'y a pas de détails après sur le type de régime plus que pauvre en graisse et léger. Dans la pancréatite aiguë, quand elle est sévère, avec notamment de la nécrose, donc là, il y a un risque de dénutrition et ce qui est proposé, c'est effectivement recommandé, c'est une alimentation artificielle entérale avec éventuellement, si on peut proposer en plus, une alimentation orale, mais en fonction de la tolérance. Alors, ça c'est juste une petite diapositive pour préciser que la nutrition entérale, elle doit commencer dans les 3 premiers jours, mais ça c'est indépendamment de l'étiologie, et en général, on recommande une nutrition polymérique entérale classique. Donc, en pratique, on se rend compte qu'au final, ces recommandations, elles ne sont pas suivies de façon systématique par tous les centres. Pourquoi ? Probablement par peur de la récidive d'un événement biliaire ou d'une récidive de pancréatite aiguë, avec la reprise d'une alimentation orale, notamment, on l'a vu dans la présentation de Frédéric, par stimulation de la cholécystokinine qui stimule la vidange biliaire. Et preuve en est que toutes les équipes n'adoptent pas ces recommandations. Par exemple, cette étude rétrospective de Beaujon qui avait présenté donc une stratégie de nutrition entérale exclusive pendant au moins 4 semaines, avec, en attendant ensuite la réévaluation ou d'une cholecystectomie ou d'une sphinctérotomie. Et on avait 9% de complications biliaires, mais sur quand même une petite série. Donc on voit qu'il y a quand même des centres assez prestigieux qui n'adoptent pas cette proposition de réalimentation précoce. Alors, pour essayer de comprendre le rôle finalement des contractions vésiculaires, est-ce que c'est vraiment fondé, cette histoire de cholécystectokinine et de contractions vésiculaires, j'ai sorti mes vieux bouquins et ça fait quand même quelques temps effectivement que je consultais quand j'étais interne le fameux bouquin bleu, là, le Benamou, sur notamment la physiologie biliaire, et on retrouve quand même que chez l'homme, on observe lors du jeûne, donc même en dehors d'une alimentation, une vidange de la vésicule de plus de 30%. Alors bien sûr, ce n'est pas la même vidange que quand elle est stimulée par la cholécystokinine, ce n'est pas la même force, mais il y a quand même dans le jeûne, quand même une vidange vésiculaire. Et de plus, chez l'homme, ces contractions à jeun pourraient servir à nettoyer la vésicule et à prévenir l'accumulation de microcristaux de cholestérol. On peut encore progresser dans les interrogations. Est-ce que finalement ce régime sans graisse, il est vraiment fondé ? Alors, quelques études anciennes, rétrospectives, mais qui se sont intéressées à un régime normal versus un régime pauvre en graisse, et on ne voyait pas d'amélioration au niveau de la douleur, au niveau de la durée d'hospitalisation. Bon, après, on sait que le dosage de la lipase n'est plus vraiment informatif. Alors, comment est-ce qu'on peut encore essayer de répondre à cette question ? Qu'est-ce qui va finalement favoriser la création, l'apparition d'une lithiase vésiculaire? Alors, d'une part, la diminution de la motricité vésiculaire. Qu'est-ce qui joue là-dessus? La nutrition parentérale exclusive. Certains papiers suggèrent même le rôle de la nutrition entérale, mais là, ce n'est pas très clair. L'obésité, la grossesse, c'est déjà des choses qu'on a vues tout à l'heure dans les causes de lithiase. La vagotomie, le diabète. Deuxième procédé, la saturation de la bile en cholestérol. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'obésité. À l'inverse, l'amaigrissement rapide. La quantité totale de calories ingérées, donc quand c'est des repas très très riches, l'apport en hydrates de carbone et de triglycérides, les fibrates, la grossesse, le diabète, et il y a un rôle aussi hormonal, notamment des estrogènes. Et enfin, qu'est-ce qui peut diminuer la formation des lithiases vésiculaires? Notamment, c'est un régime riche en fibres. Alors, on voit qu'il y a plein de données, et finalement, c'est difficile d'y voir clair. En tout cas, c'était difficile d'y voir clair jusqu'à, vous l'avez vu il y a quelques minutes, Capable, donc qui nous a aidés. Alors je remercie énormément Frédéric qui m'a fait passer ces diapositives il y a quelques jours et donc ces résultats. Donc je ne vais pas tout reprendre, ça a été détaillé il y a 5 minutes. Donc je pense qu'il est important, c'est ton premier point qui est les 7 premiers jours, qui nous montre qu'il n'y a pas de différence sur les événements biliaires, donc la première semaine avant cholécystectomie dans les 3 groupes
âge strict versus alimentation péros versus nutrition entérale. Et puis, l'analyse sur la plus longue période, qui là aussi ne nous montre pas de différence quand on compare nutrition entérale versus alimentation classique péros, et que ce soit sur les événements biliaires ou sur la récidive de pancréatite aiguë. Et donc, au final, puisqu'il faut proposer quelque chose, donc moi, ce que je vous propose, donc juste la conclusion, je conclus effectivement qu'aucune modalité d'alimentation ne semble supérieure en termes de protection d'événements biliaires. C'est qu'en cas de pancréatite aiguë biliaire, soit donc on est dans un cas de pancréatite aiguë bénigne, et on espère, on peut faire la cholécystectomie précoce, et là on va reprendre un repas léger de quelques jours, mais qui va être rapidement donc, suivi par la cholécystectomie. Quand la cholécystectomie est retardée pour des problèmes organisationnels, donc là, on va proposer une alimentation orale. Donc, est-ce qu'il faut vraiment qu'elle soit sans graisse? La question à se poser. Pour l'instant, c'est quand même ce qui est marqué. Mais peut-être on pourrait penser à une alimentation riche en fibres, finalement, puisqu'on a vu que ça diminuait au contraire le risque de lithogénèse. Et si la tolérance n'est pas bonne, à compléter éventuellement, ou qu'il y a un terrain de dénutrition, par une nutrition entérale, polymérique, ou pourquoi pas avec des multifibres, toujours par rapport à ce rôle de fibres. Et quand la pancréatite aiguë biliaire est sévère, donc là, la cholécystectomie va être retardée. On propose une nutrition entérale avec les mêmes modalités. Éventuellement, si le patient le souhaite et a une bonne tolérance, on peut le compléter avec une alimentation bien évidemment orale. Et quand le patient ne tolère pas l'alimentation orale, la nutrition entérale ou pas suffisamment, on peut compléter par une nutrition parentérale. Merci. Merci beaucoup, Ève, pour ce très beau topo. Je vous propose, comme c'est une table ronde, qu'on reporte les discussions à la fin de la présentation. Et puis j'invite maintenant notre collègue présidente de la Société française d'endoscopie digestive, Rodica, à nous faire sa présentation sur le rôle de l'endoscopie. Merci. La parole est à toi. Bonjour à tous et merci au Club du Pancréas de m'avoir invité. On a un petit peu inversé l'ordre des présentations. C'est pas celle-ci, mais c'est l'autre d'après. Tout simplement parce qu'à Paris a lieu la journée de recherche de la Société française d'endoscopie et je dois monter pour cette journée. Et j'ai promis aussi d'ailleurs au Club du Pancréas qu'à partir de l'année prochaine, on prendra soin que ça ne se chevauche pas. Parce qu'il y a pas mal d'endoscopistes qui sont intéressés quand même au pancréas. Donc je vais vous parler du rôle de l'endoscopie dans la pancréatite aiguë biliaire, donc pas de conflit d'intérêt. J'ai structuré ma présentation sur 3 étapes, si on peut dire, ou 3 gros sujets. C'est le diagnostic, le traitement spécifique et puis la prise en charge des complications. Pour le diagnostic, plusieurs recommandations internationales et notamment je cite celle-ci qui est récemment parue en pancréatologie qui est donc le consensus international de tous les groupes européens et internationaux de pancréas que la performance de l'écho-endoscopie dans le diagnostic de la pancréatite aiguë et notamment idiopathique, elle est importante puisqu'elle varie bien évidemment dans les études, mais notamment là où on est beaucoup plus sensible que les autres moyens d'imagerie, c'est la détection des microlithiases et des signes de pancréatite chronique. Alors cette large méta-analyse qui a inclus plus de 30 études et plus de 2000 patients, montre que la performance diagnostique de l'écho-endoscopie est nettement supérieure à celle de l'IRM et bien évidemment l'IRM avec sécrétine est plus sensible que l'IRM, notamment pour les anomalies canalaires. Donc ici c'est pour vous montrer dans la même méta-analyse que pour les calculs biliaires, l'écho-endoscopie fait mieux que l'IRM et que l'IRM avec sécrétine fait mieux que l'écho-endoscopie pour diagnostiquer donc les variantes canalaires. Donc, quand est-ce qu'on doit réaliser l'écho-endoscopie, puisque en phase aiguë, on sait qu'il existe quand même pas mal de remaniements inflammatoires. Donc cette revue un peu de la littérature
c'est pas une revue, excusez-moi, c'est une étude monocentrique qui démontre que donc si vous réalisez l'échoendoscopie après 6 semaines après la phase aiguë, vous avez une performance supérieure de l'examen puisque vous diminuez des explorations partielles du fait de la diminution de l'inflammation de la glande pancréatique. Donc, concernant le traitement spécifique dans la pancréatite aiguë biliaire, alors qu'en est-il de la sphinctérotomie en urgence? Qu'est-ce qu'on appelle la sphinctérotomie précoce? C'est lorsqu'elle est réalisée dans les 3 premiers jours après le début des manifestations cliniques. Donc, plusieurs papiers publiés sur le sujet, notamment donc, des études randomisées prospectives et des larges méta-analyses qui démontrent qu'en termes de mortalité, défaillance d'organes, nécrose pancréatique, il n'y a pas de différence significative lorsque vous effectuez la sphinctérotomie biliaire d'une manière précoce ou retardée. Donc, notamment pour les rentrer dans les détails, donc cette étude prospective multicentrique randomisée, étude APEC, qui a inclus plus de 200 patients avec des pancréatites aiguës présumées sévères sans angiocolite. Donc, ils ont randomisé en 2 bras. Très intéressant, ils ont réalisé la sphinctérotomie endoscopique dans les 24 heures sans écho-endoscopie préalable versus le bras conservateur qui était uniquement pris en charge d'une manière conservative. Donc, ils ont démontré qu'il n'y avait pas de réduction de taux de mortalité et de complications majeures qui était leur objectif donc d'analyse à 6 mois. Et en revanche, ils ont montré qu'il y avait moins d'angiocolite et moins de récidives de pancréatite aiguë à 6 mois dans le groupe des patients ayant subi la sphinctérotomie précoce. Très intéressant aussi de remarquer que pour ceux qui ont eu une sphinctérotomie sans écho-endoscopie préalable, il y avait 1 fois sur 2, il n'y avait pas de calcul dans la voie biliaire. Donc, les auteurs concluent que la stratégie conservative, elle doit être plutôt priorisée, sauf s'il s'agit des patients avec cholangite associée, angiocolite. Donc, 83 patients de cette étude APEC ont été donc analysés dans la 2e étude APEC 2. Et dans cette étude, ils ont choisi 2 autres bras, donc un bras où ils effectuaient l'écho-endoscopie et en fonction des résultats, la sphinctérotomie, et dans l'autre bras, pareil, traitement conservateur. Le calcul colédocien a été trouvé, pareil, à peu près 1 fois sur 2, et là encore, il n'y avait pas de différence significative concernant le taux de mortalité et des complications majeures à 6 mois. Donc, basé sur tous ces résultats, les recommandations actuelles, qu'il s'agisse des recommandations européennes ou américaines, recommandent de ne pas réaliser la sphinctérotomie précoce, qu'il n'y a pas de place, sauf pour les patients qui ont un tableau d'angiocolite associé. Et en effet, il faut réaliser, donc si on a une suspicion d'obstruction biliaire, dans ce cas-là, il faut réaliser d'abord une écho-endoscopie avant de réaliser une sphinctérotomie, qu'il n'y a plus de place à la cholangiographie rétrograde diagnostique, et sans oublier que pour diminuer le risque chez ces patients de pancréatite aiguë, l'administration de suppositoires d'ANS lors du geste doit être absolument ne pas oubliée. Donc, quelques mots sur la pancréatite aiguë biliaire au décours de la grossesse. Il n'y a pas si loin que ça, on a eu un cas où on s'interrogeait, on fait ou on ne fait pas. Alors, j'ai retrouvé cette étude appareillée selon le score de propension qui a inclus 110 000 femmes qui se sont adressées aux urgences pour un tableau de pancréatite aiguë, et plus de 7 000 d'entre elles étaient enceintes. Donc, ils ont observé que chez ces personnes, chez ces femmes enceintes, il y avait moins d'actes d'endoscopie réalisés et bien évidemment moins de cholécystectomie. En revanche, elles présentaient plus de réadmissions à 30 jours pour des complications liées à la pancréatite aiguë. Et l'autre étude, donc, qui a inclus plus de 900 femmes enceintes, ils ont démontré que lorsque vous réalisez des actes endoscopiques ou une chirurgie, il n'y a pas de différence significative en termes d'événements indésirables sur le fœtus.
ou le travail prématuré et la mortalité maternelle par rapport à la moyenne nationale. En revanche, ils ont observé qu'il y avait plus de pancréatite aiguë post-cathétérisme chez ces femmes enceintes comparé à la moyenne générale. Alors, les Américains ont publié les recommandations dans lesquelles ils préconisent, si possible, bien évidemment, de retarder les gestes qui soient endoscopiques ou chirurgicaux plutôt pour le deuxième trimestre de grossesse. Et bien évidemment, il faut, je pense, se rappeler qu'il faut que ça soit réalisé dans un centre expert parce qu'il faut que ça soit le temps de scopie diminué et il faut que ça soit réalisé avec des opérateurs qui ont quand même un certain seuil de technicité dans les actes de CPRE. Alors, prise en charge des complications de la pancréatite aiguë. Donc, grâce à Maxime de Nice, je vais faire un peu plus court. Donc, il a un tout petit peu parlé de drainage et de la prise en charge des collections. Donc, juste un rappel, vous savez qu'un cas de pancréatite aiguë œdémateuse ou nécrosante, nécrotique, on va avoir deux types de collections, donc pseudokyste ou collection nécrotique. Alors, quand on va les prendre en charge ou quand on va proposer un traitement pour ces collections, l'indication, elle est surtout les collections qui sont symptomatiques. Donc, on ne va jamais proposer à quelqu'un qui se plaint de rien, qui est non affecté. Et idéalement, si on peut attendre un petit peu que la collection soit organisée, donc ils disent plutôt à partir de 4-6 semaines d'organisation, donc dans les suites de la phase aiguë. Alors, concernant les pseudokystes, donc plusieurs études ont démontré qu'il y a une supériorité d'abord guidée par écho-endoscopie comparée à l'abord endoscopique d'autrefois, où on se basait sur l'effet bombant sur la paroi digestive de pseudokystes, avec un succès technique et clinique qui est supérieur. Et d'ailleurs, les recommandations de l'EGE retiennent l'accès guidé par écho-endoscopie comme accès à privilégier en cas de drainage. Versus deux autres techniques de drainage, chirurgie et drainage percutané. Donc, si on compare au drainage chirurgical, on voit que le traitement a le même succès qu'il s'agisse d'un drainage endoscopique ou chirurgical. En revanche, à la fois la durée de l'hospitalisation et le coût sont nettement inférieurs lorsque vous drainez par voie endoscopique. Et la méta-analyse reprend 1170 patients où il compare le drainage endoscopique avec le drainage percutané. Ça démontre clairement qu'il y a donc moins de mortalité, la durée de séjour elle est moindre à la fois, et le succès clinique est supérieur dans le groupe drainage endoscopique. Donc, quand on va drainer... Rodéka, il faudra que... Oui. Donc, je fais très vite. Donc, on va drainer bien évidemment quand c'est symptomatique. Ça a été démontré que ça n'a aucun sens de drainer d'une manière très précoce puisqu'on n'a pas d'avantage pour un drainage immédiat. Et de l'autre côté, ça a été démontré que dans presque 40% des cas, un traitement conservatif peut suffire. On va se baser sur la localisation de la nécrose et l'expertise locale pour choisir la technique. Qu'il n'y a pas de différence entre le drainage pour les collections nécrotiques, endoscopie versus chirurgie si on parle de la mortalité et des complications. Mais en revanche, on a moins de fistules cutanées et moins de réinterventions dans 2 essais prospectifs randomisés. Je ne vais pas parler beaucoup de la prothèse puisque Maxime a parlé. Donc le choix des prothèses, aujourd'hui, ça a été démontré qu'il n'y a pas de différence au niveau de succès et des résultats entre les prothèses plastiques et les prothèses d'apposition. On a un peu plus de complications dans un cas des prothèses d'apposition si la durée, lorsqu'elle est laissée en place au-delà de 3-4 semaines. Donc les recommandations est de les retirer au bout de 4 semaines. Et juste pour finir, j'ai trouvé intéressant de vous montrer que cette classification a été proposée récemment, donc une étude américaine multicentrique qui a démontré que lorsque
Donc, ils ont proposé un code donc, de classification de la nécrose péripancréatique. Donc, ils prennent combien de cadrans sont atteints, s'il y a quel pourcentage de nécrose et s'il y a ou pas de l'infection. 2 groupes de patients, le groupe à risque faible, le groupe à risque élevé, et ils ont démontré qu'il y a plus de séances et la mortalité est plus élevée lorsque les patients se trouvent dans le groupe de risque plus élevé. Donc, ce score a été validé dans une étude récente prospective de cohorte italienne. Et donc, dernier message, c'était pour dire que quand vous posez les prothèses, avant de les retirer, il faut surtout s'assurer qu'il n'y a pas de rupture canalaire qui arrive dans quasiment 1 fois sur 2 lorsqu'il s'agit d'une pancréatite nécrosante, puisque le risque de récidive de la collection est important si vous ne tenez pas compte de ça. Les messages, donc écho-endoscopie incontournable pour faire le bilan d'une pancréatite aiguë, notamment indéterminée. Sphinctérotomie biliaire en urgence seulement si un cas d'angiocolite ou alors lithiase avérée après examen écho-endoscopique. On draine en privilégiant l'abord sous contrôle écho-endoscopique, plutôt des anciennes collections au moins au-delà de 4 semaines si on peut attendre. Prothèse d'apposition si on pense qu'il y aura la nécrosectomie. Et puis, rechercher la rupture canalaire par imagerie avant de retirer les prothèses. Et puis, j'ai fini. Merci beaucoup, Rodika. C'est une conférence complète sur l'endoscopie. Je passe la parole à notre collègue local, le docteur Mircea Chirica, sur le timing et les précautions de la chirurgie. Comment ça marche, ça ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, puis bienvenue à Grenoble, j'espère que ça va vous plaire. Donc, c'est un sujet qui paraît simple, mais en fait, qui est beaucoup plus vaste que ça n'a l'air. Alors, la pancréatite biliaire, on dit que c'est 30 à 50%, donc 40% des causes de pancréatite. Et effectivement, il faut faire une cholécystectomie. Et pourquoi ? C'est très simple à vendre aux patients. C'est-à-dire que ça suffit de leur parler en leur disant qu'il y a 20% de pancréatite grave, que là-dedans, il y en a 15 à 20% de mortalité. Donc là, très rapidement, vous arrivez à convaincre le malade qu'il vaut mieux l'opérer avant la récidive parce qu'on ne sait pas du tout sous quelle forme elle va arriver. Alors, dans les papiers anciens, puis même le plus moderne, le risque de récidive dans les 6 semaines, c'est de l'ordre de 10 à 30%. Et donc, la cholécystectomie est un traitement curatif pour la vésicule malade. Il se pose 2 questions. Quand les opérer et puis comment faire pour ne pas faire des bêtises. Alors, quand opérer, il y a deux cas de figure. Il y a les pancréatites légères. Il n'y a pas de défaillance d'organes. Le pancréas, comme vous voyez là-haut, il se rehausse normalement. Il n'y a pas de nécrose pancréatique. Éventuellement, il y a des petites coulées de nécrose vers la gauche. Et de l'autre côté, vous avez les pancréatites aiguës graves, nécrosantes, avec défaillance d'organes, avec des nécroses pancréatiques. Et non, c'est pas ça que je voulais faire. Celle-là, le pancréas, il se rehausse, mais par contre, quand vous avez des malades, et de temps en temps, ça arrive avec des grosses coulées de nécrose comme ça, vers la droite en sous-hépatique, même si la pancréatite, elle n'est pas très grave, sur le plan technique, vous hésitez d'y aller au bloc. Alors, pour les pancréatites aiguës légères, ça a été discuté, elle a un peu discuté cette étude Pancho. Avant cette étude, il y en avait beaucoup de littérature sur le sujet, avec des études plus ou moins randomisées, avec des petites effectives, et chacun faisait à peu près ce qu'il voulait. Et puis finalement, ils ont comparé la cholécystectomie précoce à 3 jours versus la cholécystectomie tardive. Une étude randomisée à l'hollandaise, donc très, très bien faite, et avec un critère d'évaluation principal qui était composite entre réadmission pour complications et mortalité à 6 mois. Et la réponse, elle était très claire. Il y avait plus l'étude était positive sur le critère principal. Et
les patients qui n'étaient pas opérés tout de suite, ils avaient plus de problèmes biliaires. Donc, cholécystectomie précoce, diminution des complications, et depuis l'apparition de cette étude, comme vous l'avez dit, c'est rentré dans les mœurs. Pancréatite aiguë biliaire, pas grave, opération lors de l'hospitalisation. Et puis, ça allait un peu plus loin avec cette étude suisse qui est apparue en 2019. Ils n'ont pas beaucoup de malades, c'est sorti en Annals of Surgery. La question qui s'est posée, c'est que dans l'étude Poncho, ils attendaient 2-3 jours. Et en fait, est-ce qu'il faut attendre 2-3 jours parce que vous gardez un malade à l'hôpital à 1500 euros la journée d'hospitalisation, est-ce qu'on ne peut pas les opérer plus vite? Et cette étude est très intéressante dans ce contexte-là parce que ils ont mis, donc, pardon, j'ai mal fait là, donc cholécystectomie moins de 24 heures, donc le malade il rentre, on l'opère, versus on attend la normalisation clinico-biologique, ce qui est un peu la tendance logique de quasiment toutes les équipes. Et finalement, le fait de les opérer tout de suite, ça réduisait la durée de séjour, le nombre des actes endoscopiques nécessaires, et ça n'augmentait pas la morbidité. Donc, le message de ça, c'est qu'on peut les opérer vraiment très vite, surtout les malades où on n'a pas d'arrière-pensée qu'ils vont évoluer pas très bien. Alors, pour la pancréatite nécrosante sévère, c'est un peu plus compliqué parce que je vous montre ce papier qui est apparu en Annals il y a assez longtemps, mais qui est assez marquant parce qu'ils ont regardé sur 187 malades, c'est une étude rétrospective, il y a une partie des patients qui ont eu une cholécystectomie précoce versus tardive. Et ils ont constaté qu'il y avait plus de morbidité après cholécystectomie précoce chez ces malades-là, plus de sepsis. Et ce qui est très intéressant dans leur discussion, ils avancent l'hypothèse qu'une pancréatite aiguë sévère, ça protège de la récidive. Et récemment, il y a une étude qui est sortie en JAMA Surge, cette année, une étude multicentrique qui montre effectivement une mortalité plus importante et une morbidité plus importante si vous opérez ces pancréatites graves tout de suite. Donc, le message, c'est qu'il faut attendre probablement 6 à 8 semaines. Vous ne risquez pas grand-chose sur la récidive si c'est à croire l'étude que je vous ai montrée. Et puis, il faut quand même surveiller les malades. Alors, après ça, comment sécuriser l'acte chirurgical? Le problème, c'est que les cholécystectomies dans ce contexte-là, c'est des cholécystectomies qui peuvent être difficiles en raison de l'infiltration du pédicule hépatique par de l'édème et de l'inflammation. Donc, on peut faire des bêtises, des plaies de voie biliaire. Et puis, souvent, il y a encore des lithiases persistantes dans la voie biliaire principale. Et ça, il faut le prendre en compte. Alors, comment éviter les plaies de la voie biliaire principale? Ça n'arrive pas souvent. Hein. C'est 0,1% des cholécystectomies, 1 à 2% si c'est des cholécystites. Alors, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a cette vue de sécurité de Strasberg qui finalement est un truc tout à fait de bon sens qui vous dit vous ne coupez rien si vous ne comprenez pas ce qui se passe. En gros, quand vous faites une cholécystectomie, allez identifier les éléments. Si vous ne savez pas ce que c'est, coupez pas. Et si vous arrivez dans des situations comme ça où vous n'avez que 2 tuyaux qui vont à la vésicule, en général, ça se passe bien. Ce qui est très con, en fait, j'en ai vu comme tous mes collègues chirurgiens pendant leur formation, des chirurgiens qui vont et trouvent un tuyau, boum, un clip, on le coupe. Deuxième tuyau, boum, un clip, on le coupe. Et là, troisième tuyau. Et là, tu as l'air très, très con. Donc voilà. Donc ça, c'est un des trucs simples. Deuxième truc, et ça, on le fait assez souvent là, à Grenoble, c'est les cholécystectomies subtotales. C'est-à-dire que sur le même principe, quand la zone elle est très infiltrée, qu'on ne comprend rien, plutôt que d'aller faire une plaie de voie biliaire qui représente effectivement une catastrophe, on ouvre la vésicule, on enlève le caillou, on met un drain de contact. Et à partir du moment où j'ai appris cette technique, j'ai plus peur des cholécystectomies difficiles parce que finalement, il y a 0 plaie biliaire.
si vous faites correctement. Ça augmente un peu les complications biliaires post-opératoires, la nécessité de faire des endoscopies. Mais bon, à Grenoble, on a des bons endoscopistes, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il vaut mieux un bon endoscopiste qu'une plaie biliaire. Et donc, la gestion de la lithiase de la voie biliaire principale. Alors, la littérature, elle est énorme là-dessus, donc je vais vous donner juste mon avis et je vous dis ce qu'on fait à Grenoble pour raccourcir. Évidemment, la meilleure solution, c'est d'avoir la possibilité d'amener le malade au bloc opératoire. Vous faites une cholangiographie péropératoire. S'il y a des cailloux, vous appelez votre ami endoscopiste, il fait la CPRE, il vidange la voie biliaire principale et vous faites la cholecystectomie. Donc c'est ce qui a publié ce groupe brésilien qui a montré qu'en faisant ce type d'abord, vous gagnez de l'argent et vous augmentez vos chances de vidanger la voie biliaire principale par rapport à la technique entre guillemets classique qui consiste à faire la vidange de la voie biliaire avant la chirurgie et aller à la chirurgie après. Nous, ce qu'on fait à Grenoble, le problème de cette technique du rendez-vous, c'est qu'il faut avoir la possibilité de le faire et la grande majorité des centres ne l'ont pas. Nous, on arrive de temps en temps à faire venir les endoscopistes au bloc des urgences, mais on ne peut pas le faire tout le temps. Donc, ce qu'on fait, on fait une échoendoscopie préopératoire. S'il y a du calcul dans la voie biliaire principale, on fait la CPRE, on va au bloc après. Et ça va tout à fait contre le gros dogme de la chirurgie de la voie biliaire principale dans ce contexte, où vous avez une énorme littérature très bien faite avec des articles randomisés, magnifiques, qui vous expliquent que que la meilleure technique, c'est de vous aller au bloc opératoire. Comme vous êtes très fort, vous faites la cholangiographie. S'il y a des calculs de la voie biliaire principale, vous accédez à la voie biliaire principale, vous l'ouvrez, vous la videz, et puis après, vous faites la cholecystectomie. Donc, malgré toute cette littérature parfaite là-dessus, personne n'en fait, ou quasiment personne n'en fait, parce qu'aller ouvrir une voie biliaire principale d'une jeune femme de 30 ans qui est un peu obèse et la voie biliaire, elle fait 5 mm pour enlever un calcul de 3, on n'a pas trop envie, parce qu'après, on ne nous rapporte pas dans ces études-là le taux de sténose et combien de malades ils ont dû être opérés. Donc, en conclusion, je pense que le timing optimal dépend de la sévérité. Il faut effectivement le faire rapidement en cas de forme légère et retarder en cas de forme compliquée. Et puis, surtout, le message, je pense qu'il ne faut pas retarder la cholecystectomie sans raison très claire, parce que ça, on continue à le voir. De temps en temps, on voit un malade qui débarque en consultation pour une vésicule. Il a fait un épisode de pancréatite, un épisode de cholécystite. Il a été hospitalisé, puis on le fait sortir avec un peu d'antibiotiques. Vous ne comprenez pas pourquoi ils n'ont pas opéré. Merci de votre attention. Et si jamais, en signe d'hospitalité locale, si jamais vous avez mal au ventre après le repas ce soir, n'hésitez pas, on est là pour vous enlever les vésicules. Merci. Mais tu es de garde. Il y a Christelle déjà qui l'a fait très bien. Merci beaucoup, Mircea. On a fait un topo bien, un tour de table bien complet. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans l'Assemblée ? Juste un petit commentaire sur la protection de la pancréatite sévère vis-à-vis d'une récidive. Il y a des arguments expérimentaux assez anciens qui montraient bien que sur des pancréatites expérimentales, il y avait une sidération de la sécrétion pancréatique exocrine pendant toute la phase inflammatoire. Donc ça va bien avec ce que tu dis sur la protection. Autre question ? Oui. J'avais une petite question, c'est surtout pour Frédéric, mais c'est par rapport à tout ce qu'a dit Ève aussi, qui était très très clair par rapport à finalement en pratique, qu'est-ce qu'on fait face à la réalimentation dans les pancréatites aiguë-biliaires. Dans la cohorte capable, il y avait donc à peu près 5-40 qui n'ont pas été cholecystectomisés après 6 mois. Oui.
qu'est-ce qui sont devenus ces patients? C'était tous des pancréatites, j'imagine, très sévères. Et est-ce que eux, ils ont eu plus d'événements? Bon, je sais que c'est pas beaucoup de patients, mais est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus que peut-être on peut conclure? Ou comment ils ont été aussi alimentés? J'imagine qu'ils ont été réalimentés par os aussi à un moment. La plupart, c'était en oral. Après, on n'a pas de suivi au-delà de 6 mois. C'était la fin du suivi. Après, on a calculé les incidences cumulées d'événements biliaires que je vous avais remis. On n'a pas plus d'informations. On n'est pas allé fouiller ce sous-groupe précis. Et ce sera intéressant d'aller regarder ce qui s'est passé et pourquoi. En général, c'était des sujets âgés ou refus de cholestectomie ou patients très graves. Rodica, avant de te libérer, dans ton exercice, toi, de la clinique Mermoz et avec ta casquette de présidente, pour revenir un petit peu sur la dernière intervention, un patient qui a fait un épisode biliaire, de migration, qui est en cours de normalisation de son bilan hépatique, mais qui l'a pas encore normalisé, donc on n'est pas encore sûr. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ce que tu as dit? Est-ce que vous avez une attitude un peu standardisée, écho-endoscopie le plus vite possible, dans la mesure du possible, et CPRE tout de suite si tu vois quelque chose, ou bien on va directement au bloc? Ou BILIRM? Alors, je dirais que dans notre clinique, ils ont l'écho-endoscopie avant l'IRM. Donc, voilà, les délais ne sont pas les mêmes. Non, moi, je peux dire de ce qu'on fait en pratique, en effet, on a des délais rapides d'écho-endoscopie. L'écho-endoscopie, bien évidemment, on peut balayer beaucoup de choses, mais pour faire une écho-endoscopie de la voie biliaire, c'est pas si long. C'est qu'une question d'organisation, et probablement qu'on a la chance d'avoir quand même une organisation plutôt fluide. Et nos chirurgiens font exactement ce que vous faites à Grenoble. Ça veut dire qu'avant d'opérer, ils nous demandent de faire l'écho-endoscopie et après ils l'opèrent dans la foulée quasiment le jour même. Ça veut dire qu'on organise une hospitalisation de nuit ou ambulatoire où c'est fait endoscopie, chirurgie. Si on trouve un calcul, on fait la CPRE. S'il n'y a pas de complications, ils sont opérés le lendemain. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait en pratique. Et on sait aussi que la sensibilité de la cholangiographie péropératoire est faible. Celle de l'IRM est plus faible que celle de l'écho-endoscopie. Aujourd'hui, on m'appelle encore des urgences pour me dire, est-ce qu'on fait une écho-endoscopie? Elle a fait une pancréatite aiguë, le bilan hépatique s'améliore. Ben oui, on le fait. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de calcul. En fait, l'amélioration du bilan hépatique ne veut pas dire évacuation du calcul. Donc, je pense que l'écho-endoscopie, on ne peut pas s'en passer. Mais après... Et est-ce que dans ces circonstances, alors je pousse le débat, est-ce que tu ne laisses pas un peu de temps au calcul de passer tout seul, en sachant qu'une CPRE, dans un contexte inflammatoire, peut être un peu plus morbide? Écoute, je pense qu'il n'y a pas... Ils disent clairement qu'il n'y a pas d'urgence de le faire dans les 72 heures. Moi, je parle... Il y a deux situations. Il y a la situation du patient qui va aller à la chirurgie. Donc, on a répondu, on fait exactement comme à Grenoble, on s'organise. Il y a aussi l'urgence. Après, il ne vient pas des urgences, il passe au bloc d'endoscopie. Donc, c'est certes que le temps qu'il soit admis ou qu'il nous soit adressé, parce qu'on travaille beaucoup avec les centres correspondants, souvent, il nous arrive 3-4 jours après. Il nous arrive jamais le jour même. Et puis même s'il arrive le jour même, il n'y a pas d'urgence d'enlever un calcul s'il n'y a pas d'angiocolite. Ça, c'est clair. On a publié avec l'ASFED des recommandations il y a 2 ans qui encadrent très bien quelles sont les indications d'endoscopie en urgence. Et c'est vrai que voilà, on tient compte quand même de la gravité du patient. On ne va pas non plus en 2 jours. Salut. Oui, merci de vos présentations. Donc, en fait, j'ai un commentaire, que ce soit pour Mircea ou pour Frédéric. C'est vrai, quand on fait une pancréatite légère, on a toujours peur pour la reprise de l'alimentation ou pour faire une cholestectomie parce qu'il y a une récidive de pancréatite. Le pancréas est toujours intègre. Donc, les malades, ils peuvent faire une deuxième poussée de pancréatite. Mais c'est vrai que quand on a une pancréatite sévère, nécrosante, le pancréas il est déjà nécrosé, donc c'est-à-dire il y a peu d'impact, il y a peu de risque, même s'il fait une pancréatite. Je pense à cause de ça, dans les formes sévères, que ce soit la cholestectomie ou la reprise de l'alimentation, il y a peu d'impact dans les formes sévères nécrosantes. Parce que tout est déjà nécrosé. Sophie, tu as tout à fait raison. Après, le problème dans les formes vraiment sévères, c'est que des fois on les opère pour les laver, pour les décomprimer, parce qu'ils font souvent des syndromes de compartiments abdominaux.
Mais dans ces situations-là, on est dans des damage control. Donc tu ne vas pas aller chez un malade qui ne va pas bien du tout enlever la vésicule. Donc, Et alors, moi, j'ai juste une dernière petite question pour Odika, qui est vraiment pour clarifier un peu les choses, vu ce qu'on vient d'entendre sur le risque vraiment diminué de récidive, de pancréatite aiguë dans les formes sévères. Bon, je pense qu'effectivement, je crois connaître ta réponse, mais quelle place tu donnerais à la sphinctérotomie éventuellement préventive en cas de pancréatite aiguë sévère quand la cholestectomie va être retardée? Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à faire une sphinctérotomie préventive pour éviter, du coup, un risque de récidive? Qu'est-ce que tu en penses? A priori, ça a été fait dans l'étude, dans une des études. En pratique, on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de geste de CPRE sans risque et que c'est difficile à justifier après un cas de... Ça peut être aussi des situations médico-légales. Donc, je dirais que ça a été démontré qu'il ne faut pas le faire forcément parce que déjà, il y a une pancréatite, et donc je pense que s'il faut rajouter d'une manière préventive, moi j'aurais dit écho-endoscopie, pas de calcul, pas de sphinctérotomie, et si il faut réalimenter le patient, tu as bien démontré, et Frédéric par son étude, qu'il n'y a pas de risque de réalimenter le patient en attendant la cholestectomie. Je pense qu'on peut remercier très chaleureusement nos 3 experts et nos 2 modérateurs.